Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce journal du dimanche 25 février. Tout de suite, voici les informations que nous allons développer. Plus de 270 jours de croisière autour du monde. Le Serenade of the Seas et ses 2500 passagers sont en escale en Polynésie. Certains d'entre eux ont déboursé plusieurs millions de francs pour la croisière d'une vie. Après le prix du poisson, les conséquences des intempéries du début du mois se font aussi sentir dans le milieu agricole. Au marché de Papeete, certains légumes manquent à l'appel et les prix ont aussi grimpé. Depuis 2002, les eaux polynésiennes sont un sanctuaire pour les mammifères marins. Mais d'après l'association Mata Tohora, la réglementation actuelle pourrait être améliorée. La pratique de l'observation des baleines est au cœur du sujet. Steve Teihotata a débuté fort sa saison de VA en s'imposant hier lors de la Ta'aroa Race devant plusieurs champions. Il y avait une grosse compétition de jiu-jitsu brésilien également à Marina. Focus ce soir sur les jeunes pratiquants. Tout un programme dans votre Toaro Sport avec aussi du surf. On verra tout cela avec notre journaliste David Chong. Dans le Fénois d'avant de ce dimanche, nous retournerons en 1994 à la rencontre de Linette et Taputu, des producteurs de pommes de terre. À l'époque, les grossistes payaient à peine 85 francs le kilo. Merci d'être avec nous. 274 jours de croisière. Les touristes du Serenade of the Seas ont relevé le défi. Ils participent à l'une des plus longues croisières au monde. Il faut compter 12 millions de francs par personne en VIP pour la totalité du périple. 3 mois après son premier départ depuis Miami, le bateau fait escale en Polynésie. Aujourd'hui, ses clients ont pu visiter Moorea. Mérénie Gamblin et Mélissa Chong ont constaté qu'ils n'ont pas peur de dépenser. Voici le bateau, ou plutôt la ville flottante, vendue comme la plus longue croisière du monde. 274 jours en mer, et oui. Mais surtout plus de 1400 clients fortunés pour l'île Sœur et 60 artisans heureux au débarcadère de Papeto'ai. On vit que du tourisme ici à Moorea. Avec le tourisme, ça fait vivre tout ce monde, tous ces acteurs de l'île. Donc le tourisme, c'est général, c'est tout le monde. On est très content d'être sur le quai avec le comité qui nous représente, avec Moïse qui est président, qui nous laisse l'occasion de travailler. Chaque artisan est là et voilà. Pour cette unique journée à Moorea, Tessa et sa petite famille ont choisi une excursion en mer. Pour eux, qui habitent en Alaska, c'est une toute première rencontre avec les raies et les requins, alors ça peut surprendre. Oh yeah, we're friends. Oh yeah. Ils ne sont pas habitués. C'est génial pour les enfants, c'est un apprentissage qui n'a pas de prix. Une opportunité incroyable de découvrir le monde. 3 mois déjà que les croisiéristes du Serenade parcourent le monde, le voyage d'une vie pour lequel il faut débourser au moins 5 millions de francs pour la plus petite cabine. Ils pourront descendre avant la fin du long périple s'ils le souhaitent, mais avant, on ne passe pas à côté d'un bon poisson cru au lait de coco. Marlin is the most expensive fish we have because of you. Very good. What's the style? It was awesome. Probably the best ceviche I've ever had. 2024 promet de belles rentrées d'argent pour Moorea avec plus de 130 escales prévues. De quoi raviver la flamme après les dures années de Covid. Le Serenade passera une journée à Tahiti demain avant de reprendre le large vers la Nouvelle-Zélande. L'inquiétude a laissé place au soulagement. Un bateau avec à son bord 4 personnes, dont 2 jeunes enfants, a été retrouvé par le JRCC ce matin. Ils avaient quitté Tainga hier pour l'atoll de Makemo, au Tuamotu, sans balise de détresse ni moyen de communication radio à bord. L'embarcation est restée introuvable durant la nuit de samedi à dimanche. Les occupants du bateau ont pu contacter les secours après avoir retrouvé du réseau téléphonique. Les conséquences des intempéries du début du mois se font sentir dans plusieurs secteurs d'activité en Polynésie. Vous avez vu le prix du poisson il y a quelques jours. Eh bien, sachez que l'agriculture maraîchère est également impactée. Au marché de Papeete, certains légumes verts manquent à l'appel. Mélodie Ouilamoa Fassione, Reihei Nadjarian et Mirko Vanfo sont allés y faire un tour ce matin. La foule, comme chaque dimanche, est au rendez-vous au grand marché de Papeete. Côté fruits et légumes, on déambule dans les allées, on scrute les étals, mais ce n'est pas trop ça. Vous trouvez votre bonheur ? Je ne suis pas sûre, il y a peu de légumes verts, à cause du temps probablement. Vous cherchez un légume en particulier ? Le pota, j'avais envie de pota. Pas de pota. Qu'est-ce que vous cherchez ce matin ? Des légumes verts. Et vous en trouvez ?
Je viens d'arriver. Je suis venu voir les tomates et concombres et la salade. Et je crois qu'avec la pénurie, là, je vois qu'il manque beaucoup, quoi. C'était, on me dit, médiocre. Hein? En plus, si tu trouves là, c'est un peu cher aussi. Ben, je vais chercher, je vais faire le tour et puis je vais attendre un peu s'ils vont baisser un peu. Et voilà, quoi. Si vous ne trouvez pas? C'est pas grave. On retourne à Carrefour. Cette exposante, pour justement pouvoir satisfaire la demande en tout temps, propose aussi, en plus du local, des produits maraîchers importés. Je travaille toujours avec les grossistes, les importés, les carottes, les tomates, les choux. La plupart, il n'y a pas beaucoup de tomates locales. Hein. Les tomates locales, ils fournissent toujours dans les grandes surfaces. Patrick est agriculteur, il mise sur le marché pour vendre une bonne partie de sa production. Ces 2 dernières semaines, il a eu pas mal de pertes. À cause de la pluie, j'ai pas eu beaucoup de monde, tout ça. Les oignons verts, c'est tout parti. Mes légumes aussi. Normalement, j'avais plein de légumes, des baby bok, tout ça, les potatières et tout ça, mais j'ai pas. C'est ça qui marchait le plus? Oui, c'est ça qui marche le plus. Je replante avec de l'isolant d'eau qui résiste à l'eau, c'est ça qui compense. Une difficulté contournée par Jacques qui, lui, a décidé de miser sur des produits qui résistent aux intempéries. Il n'y a pas de secret. Si tu plantes les mailles, il y a beaucoup de traitements. C'est difficile. Par exemple, comme les choux, les tomates. Arrivé au jour, il pleut. Tu vas tout perdre. Je dis à mon fils, voilà, il faut prendre ces mailles-là. Quand il pleut, ce matin, on a eu plein de tarots ici. Ça va vite partir. En attendant une invitation à diversifier son alimentation ou à découvrir d'autres légumes ou très bons féculents du Fénouan. La Polynésie française a été classée sanctuaire pour la protection et la sauvegarde des mammifères marins en 2002. Mais plus de 20 ans après, pour l'association Matatohora, les eaux polynésiennes ne sont plus un territoire paisible pour les baleines. Les infractions sont beaucoup trop nombreuses et l'association demande à durcir la réglementation. Les détails avec Nicolas Suire et Sandro Ly. Observer les baleines le plus près possible, c'est une attraction de saison qui rapporte gros. Alors, les prestataires de services sont de plus en plus nombreux. Au fil des ans, il a fallu réglementer l'activité afin que, comme ailleurs, les bateaux ne s'approchent trop près des cétacés et ne perturbent leur cycle de repos. La plupart des professionnels respectent la législation, mais quelques-uns continuent à n'en faire qu'à leur tête, comme l'ont remarqué certains résidents de la côte. Trop près, limite ils touchent carrément. Et après, il y a plein qui disent qu'ils respectent. Mais après, quand tu vois les vidéos sur Facebook où le client filme les vidéos des baleines, il n'y a pas... Il y a plein après qui disent « Ah non, on a eu les règles et tout, on respecte les... » Que dalle. J'ai fait une première sortie baleine il y a très longtemps, par curiosité, et j'ai vu comment ça se passait, c'était pas terrible. Et le fait de venir ici régulièrement, de voir tous les délits qui étaient commis, par rapport aux règles qui n'étaient pas respectées, j'ai dit on ne peut pas laisser passer ça, il faut faire quelque chose. Poursuite, encerclement et distance minimum non respectées, les infractions à Tahiti stressent les baleines. À Amorea, l'association constate que la réglementation est respectée, mais le surnombre l'incite à proposer un durcissement de la loi. Elle formulera une demande écrite au président du pays pour limiter le temps d'observation, limiter le nombre de bateaux autour de la baleine et enfin instaurer une période d'interdiction d'observation à partir de 14 heures. Ce serait au moins l'après-midi pour que les baleines soient au repos et soient à l'abri pour la nuit, puisqu'elles viennent chercher les abris dans les baies, le long du récif, même dans les lagons parfois, pour être à l'abri des prédateurs. Selon l'association, le maire de Bora Bora a décidé de son propre chef de limiter le nombre de bateaux d'excursion à 6. Un équilibre délicat doit être trouvé entre observation et protection afin de pouvoir continuer à admirer les géants des mers. Et tout de suite, place à votre rendez-vous hebdomadaire Touaro Sport.
Et pour toutes les informations sportives, nous avons le plaisir d'avoir avec nous notre journaliste David Chong. Bonsoir David. Bonsoir Marouki. Alors 2 médailles et 1 titre de champion, c'est le palmarès de nos athlètes polynésiens au dernier championnat de France de développé couché. C'était à Château-Bernard, Gianni Wonghen est le champion de France dans la catégorie des moins de 120 kg. Dans la catégorie des Open plus de 120 kg, Tommy Teheura remporte la médaille d'argent, tandis que Tario Tereiharua de la team Bora Bora complète ce podium et décroche la médaille de bronze. Et du VAA désormais, David, le premier rendez-vous de la saison V1, c'était hier avec la Taroa Race à Punaoya. Oui, la course de 22 km qui a rassemblé 358 participants, toutes catégories confondues. Ça allait des plus petits jusqu'aux vétérans. Chez les seniors, c'est Steve Teishot-Ata qui s'est imposé, mais la victoire était loin d'être assurée au départ. Heyari Tahiata, Aurélien Njefok. Départ en trombe et dès les premiers mètres, un petit groupe se détache. En tête, Darren Arbelot crée la surprise. Le rameur habitué au top 20 arrive à se placer devant les ténors. Comme Hotuiterei pour œil ou Manatea Bob Dupont, il domine les débats jusqu'au tronçon du retour au large. Je m'étais dit que si je peux sortir dès le départ, je vais essayer de caler et puis je vais voir qu'est-ce qui se passe. S'ils deviennent, je vais essayer de tenir et puis si je peux partir, je pars. Ensuite, à la sortie de passe, ils ont fait un cafouillage. J'ai vite profité pour descendre. J'ai calé et puis ça a marché jusqu'au bout. Derrière lui, dans la descente, c'est Hotuiterei pour œil qui ne le lâche pas d'une semelle. Chacun est concentré dans sa stratégie, on ne sait même pas parler, mais c'était Darren et le lièvre aujourd'hui, il fallait aller le chercher et après rester à côté de lui, quoi. La deuxième surprise de cette édition vient de Steve Teihot-Ata, qui malgré un départ difficile réussit à rallier le peloton de tête après plus de 15 km de course jusqu'à la victoire. Une victoire que Steve dédie à son frère Kevin Kuider, vainqueur de l'édition 2021. C'est ce qui nous manque tous. D'habitude, il est toujours en train de nous embêter à faire le lièvre devant tout le long. Les poutons comme celle-là, comme toutes les courses de ma vie, je t'aime frangin. Et spécialement pour l'autre frangin aussi, Paro Ryan, qui a perdu son pâté ce matin. Fatou mettait mon frère et à toute la famille, quoi. Il manque de peau et je me fais tamponner dans les 2 premières minutes et je finis dans les 20-25. Wow. Après je me disais putain ça va être dur d'aller chercher cette première place. Après je suis parti petit à petit dans les 15, dans les 10 jusqu'à arriver derrière les 3 premiers là. Avant la passe, après quand tu fais tout ce boulot, tu ne dois pas finir 4e ou 3e. Tu dois fermer la porte comme on dit. Steve Teihot-Ata a réalisé un temps de 1h45 minutes, 5 minutes de moins que le temps de l'année dernière. Prochain rendez-vous, c'est le mémorial Hugo Garbut à Papeari, samedi prochain. Et hier, les pêcheurs locaux d'Ella Martinière et Rahiti Buchin se sont imposés au championnat de Nouvelle-Zélande. La compétition s'est faite en une seule étape en raison de mauvaises conditions de pêche. Le deuxième jour, Tahiti a présenté 5 équipes cette année, dont 3 de Tefana et 2 du club Blackfins. La Maui BJJ Cup, c'était hier. Il s'agissait de la première compétition de jiu-jitsu brésilien de l'année pour les moins de 16 ans. Elle est organisée par le Venus Dojo Tahiti et la Fédération polynésienne de jiu-jitsu brésilien et disciplines associées. 170 combattants sont montés sur les tatamis de la salle omnisport de Mahina. Autant dire que la relève est assurée tant au niveau sportif que organisationnel. Le reportage de Ariho Etif Afana. Malgré sa détermination, Matar Igene Kimono Gris ne peut rien face à son adversaire. Pour une première participation, il s'incline par étranglement. À cet âge, le respect compte plus que la victoire. Et si les larmes de tristesse coulent aujourd'hui, demain ce seront des larmes de joie car la défaite est le chemin vers la victoire. C'était dur et il m'a étranglé. Quand on donne son dos, on fait des étranglements. On se fait mal. Mon objectif, c'est d'être pêcheur professionnel. Et pour atteindre son objectif, Matar I peut compter sur le soutien infaillible de ses parents qui ne manquent pas d'attacher sa ceinture et leur cœur au moment des combats. Pour un débutant, je trouve qu'il s'est bien débrouillé et je suis fière de lui. Vraiment, mais j'ai eu peur au moment des étranglements. C'est beaucoup de stress, beaucoup de pression et pour les enfants et pour les parents. Il n'y a pas que des jeunes sur les tatamis. Niveau organisation également, on prépare l'avenir. Les apprentis commissaires sportifs tiennent les chronos, remplissent les tableaux
et marque les points attribués par les arbitres. Ça permet aussi de faire des connaissances en matière de judo. Moi, je fais du judo, donc je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne le judo. Donc ça me permet d'apprendre et de plus prendre la parole sur les événements. Par exemple, au micro et pour appeler des combattants. C'est une volonté fédérale et de club ici à Marina d'impliquer les jeunes dans l'organisation et de les diriger petit à petit vers l'arbitrage. Ça fait partie du parcours d'un athlète et ça crée même des vocations. Le jiu-jitsu attire de plus en plus de jeunes en Polynésie. Les sports de combat permettent aux enfants d'apprendre le respect, la discipline et le dépassement de soi. Et focus désormais sur la Tahiti Nui Surf School de Steven Pearson qui organise des surf camps pendant les vacances, David. Âgés entre 7 et 12 ans, les jeunes surfeurs passent une semaine totalement dédiée à la pratique du surf. Si cette expédition favorise la progression des jeunes athlètes, elle permet surtout de leur faire découvrir des spots de la presqu'île de Tahiti. Reportage de Arihoe Tef Afana. Alors, il y a des vagues sympas à regarder. Des conditions comme celle-ci, c'est un régal pour ces jeunes surfeurs. Lors des surf camps de Steven Pearson, ils ont la chance de surfer ce spot, un spot qui requiert un certain niveau. Et pour leur sécurité, tout le monde porte un casque. Au niveau de la sécurité, toujours faire attention au récif, de jamais tomber la tête la première. Ensuite, là, ils ont un repère pour rester positionnés dans le spot. Et vous voyez, j'ai pas mis tout le monde à l'eau. Là, c'est le groupe des grands. Ensuite, on ira ensemble avec les petits, où je les placerai moi-même et je leur donnerai quelques vagues. Avoir un bon niveau passe également par le bon choix du matériel. Et ça aussi, ça s'apprend. J'ai changé de planche parce que l'autre, elle est trop large. Pourquoi? J'arrive pas trop à la mettre sur le rail. Du coup, je vais changer de planche pour essayer de mieux partir dans la vague et mieux tuber. Aujourd'hui, on apprend la maîtrise du grab, une technique consistant à tenir le côté de sa planche pour se caler dans un tube. L'exercice est compliqué, mais primordial pour espérer un jour dompter la mythique vague de Te Ahupu'u. Je voulais un tube, mais j'ai pas cru bien gérer la session. Pourquoi? Parce que je suis grand. J'ai pas assez pivoté les épaules. Bien que le surf soit un sport individuel, le surf camp permet aux jeunes d'assimiler l'esprit d'équipe puisqu'ils passent une semaine complète ensemble. Là, c'est là où on va dormir. Ici, il y a les chambres. La chambre des grands et la chambre des petits. Ici, on a des couverts, un frigo, un jeu de billard. Donc ici, c'est la terrasse avec une belle vue et une piscine. La particularité, bien sûr, c'est voilà, il reste avec moi, il dort là. Le matin, c'est petit déjeuner. On essaye on se respecte les uns les autres. Ils apprennent à vivre en groupe, à être autonomes, à préparer leurs affaires. Ils mettent la table, ils débarrassent, ils font leur vaisselle. Chaque vacances, une dizaine de jeunes surfeurs d'un niveau intermédiaire participent à ce surf camp. Un surf camp rythmé par les conditions de vague. Et surf toujours, sachez que nos champions locaux Vahine Fierro et Kaoli Vast sont actuellement à Porto Rico pour les World Surfing Games organisés par l'ISA. Ils se sont tissés jusqu'au 3e tour sans grande difficulté, un parcours pour l'instant sans faute. Voilà Maruki, c'est tout pour le sport de cette semaine. Vous retrouverez Arihoe Tef Afana pour le résumé des compétitions de la semaine prochaine. Merci beaucoup David, c'est ainsi que l'on referme notre page sportive de ce dimanche. C'était il y a 30 ans, à Tupuai. Linette et Taputu cultivaient les pommes de terre. Le couple produisait près de 3 tonnes chaque année, mais il se plaignait aussi d'un faible prix d'achat par les grossistes. Aujourd'hui, la patate a quasiment disparu des champs de Tupuai. On se replonge donc en 1994 avec Isabelle Hennequin.
Comme les 170 autres cultivateurs qui font de la pomme de terre à Toubouaï, Linette et Tapoutou ne connaissent guère de répit en ce moment. Cela fait 15 ans qu'ils participent à la campagne pomme de terre et ils ont abandonné les autres cultures au profit de celles-ci plus rentables. Leur récolte s'élève à 3 tonnes par an, un chiffre qui fait des envieux. Nous, on tient toujours tous les ans les récoltes des pommes de terre. Alors là, les concurrents, ils viennent toujours regarder comment nous faisons notre récolte. Est-ce qu'on regarde sur la lune ou on ne sait pas. Alors c'est ça votre secret? Oui, c'est notre secret. Le secret de Linette, c'est un bon coup de main pour le fractionnement des semences et surtout beaucoup d'huile de coude. Depuis 9 ans, le prix d'achat aux producteurs n'a pas augmenté. Il est de 85 francs le kilo, un prix que Linette juge insuffisant. Ici, c'est du travail. C'est pas comme ceux qui viennent chercher les pommes de terre et manger même en ce moment même. Mais ici, c'est nous qui travaillons, c'est nous qui bossons. À 100 francs, c'est plus le meilleur, c'est le meilleur prix. Les prix sont fixés tous les ans au Conseil des ministres. C'est pas la SDAP qui fixe tel ou tel prix. Les prix sont fixés à l'achat aux producteurs, les marges sont déterminées pour les intermédiaires et le prix est fixé à la vente, au détail. Bon, on sait très bien qu'on ne peut pas augmenter le prix de la pomme de terre à la commercialisation si on ne veut pas avoir une mévente du produit. Donc il y a peut-être d'autres solutions pour augmenter les revenus aux agriculteurs sans pour cela augmenter le prix à la consommation. Je crois que c'est ce qui est à l'étude actuellement. À défaut de 100 francs, le prix d'achat devrait augmenter de 5 francs, et ce grâce à un financement du FADIP. À la vente, le prix maximum a été fixé à 140 francs le kilo, un prix bien supérieur aux importations, mais on le sait, la production locale n'a pas de prix, d'autant que selon Linette, sa qualité égale celle de ses concurrentes. Nous, c'est nous qui plantons, mais eux, ils ne savent pas comment il faut faire les pommes de terre, mais nous, c'est bon les pommes de terre d'ici. Pas ou peu mécanisé, la culture de la pomme de terre est un travail pénible, soumis aux aléas de la météo, qui parfois ralentit le travail quand elle ne l'anéantit pas tout à fait. En 15 ans, la production de Toubouaï est passée de 60 à 800 tonnes en moyenne, auxquelles s'ajouteront cette année 150 à 200 tonnes en provenance de Rurutu. Dès lundi, les premières pommes de terre des Australes vont apparaître sur les étals. D'abord la Spunta, dite la blanche, 30 tonnes sont stockées à Whareute, puis elle laissera la place à la traditionnelle Pontiac, dite la rouge, qui sera en vente jusqu'en janvier. L'information principale de ce dimanche soir, c'est l'escale en Polynésie française d'une des plus longues croisières au monde. 274 jours en mer, le Serenade of the Seas a quitté Miami il y a 3 mois. Il était aujourd'hui à Moorea. Les clients à bord ont déboursé entre 5 et 12 millions de francs CP pour faire une partie ou la totalité de ce périple. Dans l'actualité de la semaine à venir, un séminaire sur la fiscalité sera organisé à la présidence mardi. Le premier forum polynésien de la cybersécurité, ce sera mercredi à la CCISM. Et puis la première des 2 représentations de la pièce de théâtre des Taoteti Avaru, ce sera vendredi à la Maison de la Culture. Une deuxième soirée est prévue le lendemain. À la télévision ce soir, Polynésie la Première vous propose le téléfilm Casse-tête chinois, puis 2 épisodes de la série Mensonges. À la une du quotidien Tahiti Info, demain lundi, PK43, les riverains entre satisfaction et inquiétude. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve avec plaisir demain soir pour une nouvelle semaine. On se quitte sur les plus belles images de sport. Passez une excellente soirée et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet